Winsor McCay, sa femme et leurs 2 enfants s'installent au sud de Brooklyn, non loin de la plage et du parc de loisirs de Coney Island, une source d'inspiration majeure pour lui, un univers qu'il tente de retrouver dans toute sa féerie. C'est le 15 octobre 1905 que Little Nemo in Slumberland apparaît pour la première fois, tout en couleur, dans le supplément du dimanche du New York Herald. On dit que le personnage a été inspiré à Winsor McCay par son fils, Robert. Et d'ailleurs, Robert posera plusieurs fois pour Little Nemo et incarnera le personnage. Ce qui est frappant au tout début de la série, c'est que McCay, qui est vraiment un artiste visuel, éprouve encore le besoin de numéroter les images, éprouve le besoin de mettre une légende descriptive. Mais ce sont des choses dont il va bien vite apprendre à se passer. Et puis il va se libérer de la mise en page encore un petit peu sage qu'il y a ici. C'est la page 2 et la page 3. On le voit utiliser un dispositif tout à fait extravagant, extraordinaire. La mise en page en escalier, on a l'impression que c'est une idée qui fait naître le récit. Les champignons poussent et les cases s'agrandissent en même temps. Les champignons s'écroulent et les cases diminuent pour nous ramener vers le petit carré du réveil de Nemo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va réutiliser exactement le même principe de page la semaine suivante pour une toute autre situation, avec des échassiers. Mais là aussi, on a l'impression que son récit se coule vraiment dans la mise en page. On se rend bien compte qu'il ne pourra pas rester longtemps fidèle au principe des légendes. Il a besoin de tout l'espace de la page pour proposer des combinaisons souvent très audacieuses. McCay ne fait pas les couleurs lui-même, il ne donne que des indications et est servi par les tons à la fois vifs et subtils que les techniciens de l'imprimerie parviennent à obtenir. McCay est vraiment un auteur qui s'est développé par rapport aux techniques d'impression. Il a la capacité chaque fois de se dire comment mon trait, comment mes couleurs vont passer, comment elles vont rendre. Il est évident que quand il travaille en noir et blanc, alors là il joue sur les contrastes, il peut être vraiment purement noir et blanc. Et en même temps, quand il travaille sur la couleur, il sait exactement le trait plus épais qui va resserrer la couleur, qui va permettre que s'il y a des décalages dans l'impression, l'image reste très cohérente, très lisible. C'est quelqu'un qui a donc une conscience des techniques qu'il utilise et des techniques d'impression qui évoluent aussi fortement à cette époque. Jamais McCay ne veut se laisser étouffer par le réalisme. Il est dans un univers entièrement libre par son dessin comme par sa mise en couleur. Pour tout dessinateur, c'est un peu le maître de la perspective. C'est étonnant ce qu'il ose faire, comment il joue avec la perspective, avec quelle audace, avec quelle maîtrise, avec quelle conscience de toutes les potentialités qu'offre l'architecture et la perspective dans ses planches. McCay n'est pas très grand, c'est un petit monsieur, et ce qui est amusant, c'est que son œuvre est empreinte aussi de ces différences d'échelle. On voit souvent le petit Nemo, le petit McCay, face à des géants, face à des immeubles gigantesques, ou alors le contraire, parfois Nemo qui devient un géant lui-même. Je crois que sa situation physique a certainement transparaît comme ça. On sent que ça a dû créer un imaginaire lié à la taille. Ce qui est frappant avec le dessin de McCay, c'est qu'il a un dessin qui a l'air assez relâché quand on regarde de très près, quand on analyse vraiment finement, et le lettrage, qui même est très décousu, très désordonné même son lettrage. On pourrait se dire, mais c'est presque pas professionnel de dessiner son lettrage avec tant de désinvolture. En même temps, il n'y a que ce lettrage qui fonctionne bien dans l'univers de McCay. Et son dessin, quand on regarde, c'est un petit peu la même chose. C'est très désordonné, mais par contre, c'est resserré. Et le trait plus épais vient lui donner une espèce de force, de vigueur. Il trouve comme ça, par un trait plus épais qui vient cerner le personnage, il trouve la définition qui va permettre d'avoir l'image la plus efficace, la plus narrative et qui va le mieux fonctionner par rapport à la couleur. Alors ici, on a quelque chose qui est une des images sans doute qui m'a le plus impressionné quand j'étais enfant. C'est une image très belle parce qu'elle a une technique légèrement différente. C'est là où on voit aussi tout le talent de McCay, c'est qu'il peut travailler au trait et profiter pleinement de la couleur et puis faire une image monochrome, une apparition complètement mystérieuse, complètement magique, où tout le travail du trait va lui permettre de passer presque d'un noir
à un blanc, une illumination où cet immeuble, avec une perspective très forte, fait sortir littéralement cet ensemble de l'eau. Et la façon dont il fait sortir les personnages de tout ce travail graphique sur l'eau. Et du coup, ils sont vraiment, ils ressortent, ils sont en relief. Et il y a une profondeur, un mystère. C'est en même temps glacé. On a le froid, on sent le froid. Et en même temps, on plonge littéralement dans cette perspective. Ici, on a une page très intéressante parce qu'on voit bien la maîtrise technique de Mackay, la connaissance qu'il avait sur le système de mise en couleur. Parce qu'en fait, son trait disparaît complètement, il est mis en bleu clair, et tout le travail graphique a été justement de faire disparaître le trait pour sentir que la page, le dessin est comme irradié. Il n'y a que le petit Nemo qui garde son trait noir. Et donc, c'est vraiment le moment où Nemo est en train de se réveiller, et c'est le trait noir qui le conserve dans sa logique graphique, et tout le reste est en train de disparaître. Le trait noir est en train de disparaître.